Bonjour les amis, aujourd'hui je vais faire une vidéo récapitulative du débat que j'ai eu avec le Valéoraptor. Donc le problème c'est que il y a eu un souci au niveau du son en début de vidéo. Il y avait un problème de mon côté, effectivement, on a fait des réglages. Lui sur son live à lui ça a dû fonctionner, sauf qu'il n'a pas encore mis en ligne la vidéo. Et je le soupçonne de pas vouloir la mettre en ligne du tout. Donc en tous les cas, moi j'ai ma vidéo à moi, donc il y a le son de ma voix qui ressort, mais on l'entend pas lui. Pour quelle raison il réagit comme ça alors que là je vois sur son compte Twitter qu'il est déjà en train de programmer un autre live avec d'autres personnes. Bon, il fait ce qu'il veut, mais quand même, je veux dire, on avait fait un débat de plus de 2 heures, il y a beaucoup de personnes qui ont suivi mais il n'a toujours pas mis la vidéo en ligne. Il y a une seule raison pour ça, tout simplement, c'est qu'il pensait pouvoir gagner sur le terrain des arguments le débat. Et pourtant non, ce qui s'est passé c'est que c'est tout le contraire, c'est moi qui lui ai montré que tous ces arguments qui me projetaient, c'était tous ces arguments en fait, c'était tout simplement pas vérifiable ou c'était tout simplement que de la fabulation ou ce genre de type d'argument n'a aucune valeur scientifique. Quand on dit que oui, par exemple, ça prend des millions d'années pour que une bactérie évolue en autre chose, si on affirme cette information, il faut le prouver. Donc si on n'a pas de preuve, ne serait-ce qu'un fossile ou quoi que ce soit, ou un organisme qui évolue, qu'on peut en fait vérifier de nos jours, là, à ce moment-là, on peut valider. Mais comme il n'y a aucune de ces preuves scientifiques qui existent, donc c'est invalidé, c'est que de la fabulation. Euh, Aussi, on a parlé donc de l'ADN, du pourcentage de l'ADN, quand j'ai bien affirmé que la partie codante de l'ADN utilisée pour faire les comparaisons avec les autres espèces, c'est que les 1,5% de l'ADN codant. Donc c'est 1,5% sur 100%, c'est minime, et sur ces 1,5%, on va les comparer avec les parties codantes d'autres animaux, à savoir que les parties codantes des autres animaux peuvent varier entre 5, 10, 1 ou 2 ou 3 ou 10%. Pour la partie codante, ça peut varier, c'est pas comme nous, c'est pas le même pourcentage, donc le nombre d'atomes aussi au niveau qui composent l'ADN peut varier aussi. Il y a plusieurs paramètres qui changent et avec tous ces éléments, ils nous disent ensuite qu'on a 98% d'ADN avec le chimpanzé en commun. C'est faux, donc puisque c'est basé sur 1,5%, d'autant plus qu'on a un nombre de chromosomes différents. Il y a plusieurs différences, à ce niveau-là, ça ne colle pas du tout. Donc aussi, j'ai parlé de l'homme de Vitruve. Donc l'homme de Vitruve, comme vous pouvez le voir sur cette capture d'écran, c'est Léonard de Vinci qui a mis donc un homme en position écartée pour qu'il puisse entrer dans un cercle parfait. Son nombril est au centre du cercle et la position de ses mains et ses bras peuvent s'incruster aussi dans une étoile parfaite. Donc ça prouve qu'il y a le nombre d'or qui est utilisé pour ces proportions et on ne retrouve pas ces proportions chez n'importe quel autre primate. C'est impossible qu'un autre primate, quel qu'il soit, puisse entrer dans cette position, donc en étoile ou cette position dans un cercle. C'est impossible puisque c'est que nous qui avons ces proportions. Donc c'est une grande différence. Et aussi, on a parlé des acides aminés. Alors les acides aminés, effectivement, il y a plusieurs types d'acides aminés. Pour pouvoir concevoir une protéine, il faut 20 acides aminés. Et ces acides aminés sont bien spécifiques aux protéines, puisqu'il y a plusieurs acides aminés qui existent. Il n'y en a pas qu'une seule sorte. On peut en compter, le nombre de combinaisons possibles pour pouvoir des acides aminés est infini. C'est de l'ordre de 10 puissance 300. Donc pour pouvoir concevoir cette protéine, il faut un ordre précis.
Donc, mais seulement le problème de cette conception est fait par quoi? C'est fait par donc l'ARN. L'ARN qui est donc synthétise la molécule d'ADN pour pouvoir dupliquer la cellule. Donc ce qui voudrait dire que pour pouvoir synthétiser une protéine, il faut d'abord avoir l'ADN. Donc pour pouvoir avoir l'ADN en premier, donc effectivement, ça voudrait dire que la théorie de la soupe prébiotique est caduque. Effectivement, puisque on ne synthétise pas un ADN dans une soupe prébiotique. Ça voudrait dire que l'ADN est apparu d'abord avant la cellule. C'est logique même, puisque c'est le procédé de duplication de la cellule. Voilà. Aussi, nous avons parlé d'autres choses, nous avons parlé aussi du mégalodon. Donc, je vais montrer plusieurs vidéos du mégalodon. Bon, effectivement, il y a quelques vidéos qui sont des mauvaises explications, ou bien des, comment dire, des mauvais spécimens qui sont répertoriés dans certaines des vidéos, mais il y en a d'autres qui sont un peu plus, quand même, je dirais, un peu plus probantes, voire inquiétantes. Donc ces vidéos sont dans mon live que je mets en lien aussi. Le live de 2h30, moi je l'ai toujours, je l'ai mis en non répertorié, vous pouvez toujours le consulter, mais vous allez entendre que moi. On l'entend pas puisque en fait, comme c'était mon premier live, j'ai mis le son que je recevais dans les écouteurs au lieu de les mettre sur les haut-parleurs. Donc c'est pour ça que personne n'entendait rien et moi j'entendais mais les autres n'entendaient pas avec qui je parlais. C'est dommage. Mais bon, je ferai plus cette erreur. D'ailleurs, si une autre personne veut faire un débat avec moi, puisque avec le Valéoraptor, je ne veux plus faire de débat, c'est terminé, j'ai gagné. C'est moi qui ai gagné le débat, puisqu'il n'a pas pu me contredire. Sinon, il serait vanté d'avoir fait ça, il aurait déjà posté la vidéo. Et d'ailleurs, tous ces followers qui m'ont mis que des dislikes sur même des vidéos qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a fait, je trouve ça pathétique. En tous les cas, si quelqu'un se sent capable de faire un débat avec moi, que ce soit un biologiste, un scientifique, ce que vous voulez, je suis prêt. De toutes les façons, on ne peut pas gagner sur quelque chose qui est un mensonge. Donc, comme aussi on a vu, donc au travers de mon livre, les dessins frauduleux desquels lui-même a avoué pendant le débat que c'était frauduleux, que les proportions n'étaient pas bonnes, que c'était pas les mêmes formes. Et pourtant, il persistait à valider cette théorie. Comment on peut persister à signer pour quelque chose qui est faux? C'est ça que je comprends pas. C'est par soumission ou par manque de fierté? Moi, si quelque chose est faux, c'est fini. Moi, c'est terminé. Je le raye de la liste. Terminé. On ne peut pas valider quelque chose qui est basé sur de la folie et sur aucune preuve scientifique. Il n'y a rien qui prouve que cette théorie est vraie. C'est que du bourrage de crâne, comme j'ai déjà dit dans mes anciennes vidéos. Donc, j'ai déjà écrit un livre sur le sujet, donc l'extragénétique, il est là. Donc, ce livre-là, effectivement, le Valéoraptor l'a acheté pour pouvoir débattre avec moi. Il a lu tout mon livre en entier, et pourtant, moi je pensais au moins que ça allait lui changer les idées sur la vision qu'avait l'évolution et aussi la répercussion que ça pouvait avoir donc sur notre manière de penser. A priori, ça n'a pas changé grand-chose. J'ai toujours sur le moins point de vue. Et aussi, ce qui est dommage, c'est qu'en fait, il a lu mon livre pour pouvoir essayer de me contrer en cherchant des arguments, par exemple, sur le mégalodon ou bien sur les acides aminés. Sauf que moi, j'avais déjà fait quelques notes préalables au débat et je savais déjà quelles questions il allait me poser. Donc à chaque fois qu'il me posait une question, j'avais déjà la réponse. Et ça l'avait surpris que je répondais du tac au tac directement. En ce qui concerne l'ADN, j'avais déjà noté. Et donc aussi, j'avais noté quelques chiffres. Par exemple, en ce qui concerne l'ADN, je l'avais noté que ça faisait 2 mètres de long pour une seule molécule d'ADN. Elle fait donc 2 mètres, donc on a des milliards de cellules dans notre corps. Donc si on met toutes les molécules d'ADN bout à bout de notre corps, ça fait 120 000 milliards de mètres. Donc mis à bout, ça fait 1000 fois la distance Terre-Soleil. Donc cette information est dans mon livre. Donc aussi,
j'avais prévu de noter d'autres informations, mais éventuellement le débat n'a pas été assez long pour qu'on arrive jusque-là, mais j'étais prêt pour tout ce qui me pose comme question un peu technique. J'étais déjà bien calé, vu que comme j'ai écrit le livre, même sans regarder, j'aurais pu répondre. Et donc aussi, j'ai parlé du gène MIR941, donc c'est le gène qui est unique à l'homme. Donc ce gène n'existe pas nulle part ailleurs dans aucune autre espèce animale. C'est le gène de l'intelligence qui permet de réfléchir, qui est propre à l'espèce humaine. Si on pénétrait par l'un des orifices d'une cellule vivante, on découvrirait un monde d'une complexité ahurissante sous le règne d'une technologie très avancée. Toutes sortes de machines semblables à des robots se présenteraient à nos regards dans toutes les directions. Par exemple, les molécules appelées kinésines ressemblent à des robots avec des jambes et des bras. Un peu comme des facteurs, leur rôle est de délivrer des paquets de protéines d'une partie de la cellule à une autre. Selon une récente étude, ces molécules seraient plus complexes que n'importe quelle nanotechnologie créée jusqu'à aujourd'hui par l'être humain et se déplaceraient à une vitesse de 8 nanomètres par seconde. Cette vitesse correspond à notre échelle à la vitesse du jet supersonique Faust qui vient récemment de dépasser le mur du son. Autre exemple, avec l'ATP synthase, un générateur high-tech d'énergie dont le rôle est de fournir l'énergie dont a besoin une cellule vivante pour vivre. Perçu comme l'une des merveilles du monde moléculaire, il s'agit du plus petit moteur rotatif au monde. Il possède de nombreuses parties que nous reconnaissons dans les moteurs modernes. Un rotor, un stator, un arbre de transmission ainsi que d'autres éléments de base d'un moteur. Dernier exemple avec les molécules qu'on appelle les dinéines et dont l'architecture est composée de différentes parties arrangées d'une manière bien déterminée. Leur design est si exceptionnel qu'une représentation imagée de leur structure a été publiée dans un magazine scientifique dédié aux nanotechnologies. Il s'agit là de quelques exemples parmi des milliers de machines moléculaires ultra sophistiquées présentes dans les cellules de notre corps. Est-ce raisonnable alors de penser que toutes ces différentes machines cellulaires d'une très grande complexité qui accomplissent des fonctions intelligentes se soient créées par un simple hasard ? Avec ce qui a été découvert par la biologie moléculaire et ce qui a été découvert par la génétique, je connais plusieurs scientifiques célèbres en France qui sont tellement impressionnés par ces données, de ces nouvelles disciplines scientifiques, qu'ils admettent maintenant qu'ils croient en Dieu. Je connais plusieurs personnes qui étaient matérialistes auparavant et qui disent maintenant qu'elles sont forcées de croire en Dieu du fait de ce que nous connaissons aujourd'hui concernant l'organisation de la vie et l'organisation du génome et d'autres choses similaires. Parmi les plus grandes découvertes scientifiques du XXe siècle, il y a la découverte de la molécule d'ADN, célèbre pour son design remarquable en forme de double hélice. Cette molécule est un système de stockage d'informations, tout comme un disque dur, mais beaucoup plus complexe et sophistiqué. Par exemple, tandis qu'un disque dur stocke des données à la surface, la molécule d'ADN, quant à elle, stocke l'information en 3 dimensions. En termes de capacité, cette fois-ci, on estime qu'un gramme d'ADN pourrait stocker 455 milliards de gigaoctets de données, ce qui dépasse de loin la capacité des disques durs les plus avancés. Mais le plus impressionnant est sans doute la densité de la molécule d'ADN. Cette molécule est si compacte qu'on estime que si l'on alignait côte à côte tout l'ADN présent dans notre corps, la longueur atteindrait 100 fois la distance entre la Terre et le Soleil. L'ADN est donc une banque de données incroyable qui surpasse de loin n'importe quel système de stockage inventé par l'être humain jusqu'à ce jour. Mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Chaque seconde, des milliards de machines moléculaires copient votre ADN en molécules d'ARN afin de créer par la suite des protéines. Dans ce processus de création de protéines, divers éléments chimiques travaillent ensemble en parfaite coordination. Lorsque vous voyez divers éléments électroniques travailler ensemble avec harmonie, comme des machines robotisées dans des usines par exemple, pourriez-vous penser une seule seconde que cela provient du hasard? Alors, comment penser cela lorsque l'on voit quelque chose de similaire dans une cellule vivante?
l'idée que cela pourrait être le fruit du hasard est tellement illogique que même l'athée le plus influent du XXe siècle l'a reconnu. Après avoir milité pendant 54 ans en faveur de l'athéisme, le célèbre philosophe anglais Anthony Flew fut si stupéfait par ce processus de création des protéines qu'il accepta l'existence de Dieu en 2004. Je pense que les récentes découvertes autour de la molécule d'ADN ont montré une complexité tellement incroyable dans les arrangements qui sont nécessaires pour produire la vie, qu'une intelligence doit forcément avoir été impliquée afin de permettre à ces éléments chimiques, si différents les uns des autres, de travailler ensemble.